Exactement 16h35. Nous allons nous diriger du côté de la caméra pour retrouver professeur Howard Gould, professeur au Smith College au Northampton dans le Massachusetts. Professeur Gould, comment ça va? Ça va très bien, Monsieur Pierre. Comment allez-vous? Ça va très bien, même quand ça va mal. Vous avez entendu parler d'Haïti un peu, Monsieur Ah oui, Gould. c'est affreux ce qui, même Ah, c'est c'est diffusé incroyable. maintenant, même sur les actualités américaines, et c'est difficile à regarder, de suivre, c'est tellement pénible. Ouais, c'est terrible. Et avouez à vos auditeurs en regardant ces images-là, incroyable, incroyable. Incroyable. Alors, professeur Gold, nous allons regarder l'actualité américaine et Donald Trump s'impose comme un révisionniste dans le dernier discours qu'il a fait, révisionniste du 6 janvier 2021. Il replace les choses autrement et clame haut et fort qu'il va amnistier ces gens-là, qu'il va les libérer et tout ça. Euh, Quant à moi, ça peut jouer beaucoup contre Donald Trump, contre sa campagne. Et il y a des républicains qui craignent que ça ait des répercussions négatives sur la campagne de Donald Trump. Oui, dans un pays normal, vous avez raison. C'est-à-dire que quand un candidat à la présidence préconise ce genre de comportement, ces actes illégaux, ces attaques, cette tentative du coup d'État, il faudrait conclure que ça va nuire à Trump lors des élections générales. Et c'est tout à fait possible parce que Trump doit élargir sa base. Ce n'est pas suffisant pour lui de gagner l'appui seulement des plus fidèles. Il doit vraiment élargir son appui parmi les indépendants, les modérés, les centristes. Et cela n'aide pas. Mais écoutez, on a déjà vu ce genre de déclaration et jusqu'à maintenant, ça n'a pas beaucoup nui à Trump. Non, hein? Euh, euh, Évidemment, on est dans une phase critique. C'est le début de cette campagne. Il y a bien d'autres questions qui peuvent embarrasser Donald Trump, entre autres la question de l'avortement. Et il prend des positions très claires toujours sur ces questions-là. Mais ça, c'est comme euh, vraiment un côté qui peut être positif, un côté qui peut être négatif. Ça dépend de la position qu'occupent les personnes. Il y en a qui sont de fidèles pro-vie, d'autres qui sont pro-choix. Ça, on peut comprendre. On fait un choix. Mais quant à révisionner tout à fait, relater, refaire l'histoire d'un événement récent, professeur, on peut se poser des questions. Est-ce que ça peut avoir des effets positifs sur Donald Trump? Mais on verra, pas vrai? Et puis, il faut compter sur les démocrates pour mener la cause, pour faire l'argument, pour convaincre les gens que ce candidat-là est vraiment dangereux pour la démocratie américaine. Si les démocrates réussissent à monter cet enjeu sur la santé démocratique des États-Unis, bien sûr, ça peut nuire à Trump. Mais on ne sait pas si Biden peut vraiment convaincre les gens que ça, c'est un problème, la priorité des gens en ce moment. Et puis, il reste 7, 8 mois, beaucoup de choses peuvent passer d'ici là. Alors maintenant, on regarde la politique de Biden vis-à-vis d'Israël. Ça, c'est un problème véritable pour cette campagne électorale dans le camp des démocrates. Et Biden a décidé de un peu monter le ton. Et cette fois-ci, il a sommé le Premier ministre israélien d'envoyer une délégation à Washington pour éviter une opération à Rafah. Et le Premier ministre israélien semble comprendre que Joe Biden est sérieux. Oui, mais en même temps, ce matin, d'après ce que j'ai vu dans le New York Times, Netanyahu maintient toujours qu'il prépare une invasion de Rafah. Alors, écoutez, on peut pas, c'est pas toujours un personnage très fiable, Netanyahu, mais mettons ça de côté pour l'instant. C'est vrai que Biden fait tout maintenant pour essayer une vraie catastrophe
humanitaire, comme vous avez écrit à vos auditeurs tantôt dans les actualités. Il fait tout pour éviter une vraie crise humanitaire au Gaza. Et puis, jusqu'à maintenant, Netanyahu s'est mis d'accord pour envoyer une délégation des politiciens, des militaires à Washington pour voir si Biden ou l'administration américaine aurait quelques idées pour éviter cette invasion, parce que tout le monde croit et tout le monde sait que ça va être un désastre. Et vous savez, il y a une autre chose, il y a 2-3 jours. Chuck Schumer, le sénateur du New York, qui est le leader des démocrates dans le Sénat, le leader majoritaire dans le Sénat, a dit ouvertement que Netanyahu doit quitter. Oui. Et puis ça a causé des chocs en Israël. Et je me demande si Biden et son administration ne sont pas secrètement contents avec cette déclaration. Ça met encore de la pression sur le gouvernement israélien. Mais il a repris, Joe Biden a dit que le discours de Chuck Schumer était bon. Tout à fait. Mais Biden ne peut pas lui-même ouvertement dire, écoutez, que ce serait vraiment scandaleux, bien même si c'est vrai, que le gouvernement américain exige que le gouvernement israélien change. Mais le fait, par exemple, d'intimer l'ordre au premier ministre Netanyahou d'envoyer une délégation à Washington, ça dénote une relation, disons, entre les deux pays, une relation de contrôle d'une certaine manière. On verra. En principe, oui. Oui. En principe, oui, c'est vrai. Ce n'est pas une relation égale, mais comme vous le savez, la relation entre Israël et les États-Unis a toujours été considérée comme une relation spéciale. Et puis, c'est vrai que les Américains peuvent mettre une pression, ils peuvent exercer une pression sur Israël, mais en même temps, ils n'iront pas jusqu'au bout. On le sait. C'est une alliance spéciale. Et en fin de compte, les Américains seront fidèles envers les Israéliens. Mais en même temps, Biden essaie de trouver un équilibre entre rester fidèle aux Israéliens et en même temps tout faire pour éviter, comme j'ai dit tantôt, cette catastrophe humanitaire. Alors, il faut qu'ils mettent une pression sur Netanyahu. Est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Je ne sais pas, franchement. Et puis, on revient à Donald Trump. Trump qui se dit incapable, professeur, de garantir le paiement de 454 millions pour fraude à New York. J'essaie de comprendre, est-ce que Trump manque personnellement de liquidité ou est-ce que c'est les assurances dont il parle qui devraient garantir ces 454 millions? Je ne comprends pas. Et comme conséquence, s'il ne donne pas cette garantie-là, la plupart de ses biens seront saisis. Oui, non, c'est vrai. Vous avez donné les deux réponses. D'abord, écoutez, il est moins riche qu'il avait annoncé. Ça, c'est évident. C'est un problème de liquidité. Et quand vous avez un problème de liquidité, vous essayez d'emprunter de l'argent. Mais les banques et les compagnies d'assurance refusent de garantir ces prêts. Donc, tout ce qu'il fait maintenant, Trump, il retourne à la Cour, il demande une réduction du paiement ou bien, sinon, les autorités légales dans l'État de New York sont obligées de saisir ses propriétés. Mais nous saurons davantage d'ici une semaine parce qu'il a demandé une réconsidération du montant et cela doit être annoncé d'ici lundi prochain. Mais à un moment donné, il sera forcé soit de payer, soit de voir beaucoup de ses biens saisis. Ce sont les seules possibilités. Et encore là, professeur, de dire que Donald Trump va se présenter en campagne et se présente en campagne électorale avec beaucoup de chances de gagner, cette décision de la Cour suprême de New York, c'est une décision majeure. C'est une décision qui prouve que ce monsieur-là a fraudé le fisc de son pays pour des millions et des millions de dollars. Et c'est un escroc à toute fin pratique. On ne devrait pas être surpris. Pendant toute sa carrière comme businessman à New York, il a agi de cette façon. Il a prêté beaucoup d'argent
sans payer par la suite. Il a fraudé les compagnies d'assurance, il a fraudé les banques. Est-ce que c'est surprenant ce que nous apprenons maintenant? Je ne pense pas. Mais dans les procès légaux, Trump a réussi à retarder, jusqu'à maintenant, retarder les processus, sauf dans cette affaire de New York. Alors, c'est vrai ce qu'il a fait. Et puis, écoutez, nous saurons d'ici une semaine comment il va sortir de la crise actuelle, c'est-à-dire l'obligation de payer 450 millions de dollars. En plus, vous savez qu'il a déjà payé 83 ou 84 millions pour cette femme qui a accusé Trump de viol. Ouais. Alors, sur le plan financier, c'est un individu qui est en pleine crise en ce moment. Et c'est ce que tout le monde dit, c'est ce que tout le monde écrit. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas candidat républicain. Ça ne veut pas dire qu'il va perdre l'élection. Et ça, c'est sans compter qu'il y a l'autre procès qui s'en vient quand même s'il repoussait de 30 jours. C'est le procès de l'autre femme de porno, là. Oui. Ça va commencer d'à peu près dans un mois à peu près. C'était retardé d'1 mois. Mais parmi toutes les accusations contre Trump, c'est celle-ci qui est la plus faible, qui aura le moins de choc dans le pays s'il est trouvé coupable. Mais ça ne va pas aider sa cause d'élargir sa base s'il est trouvé coupable. Mais sa stratégie, comme vous le savez très bien, est de retarder afin que ces procès n'aient pas lieu avant l'élection. Naturellement, vous et moi, nous attendons voir la décision de la Cour suprême sur, on a vu l'éligibilité. Maintenant, c'est de savoir est-ce qu'il est effectivement est-ce qu'il jouit d'une immunité mur à mur et nous allons bientôt, espérons qu'on va bientôt avoir la décision, mais il a déjà réussi à retarder toute cette affaire-là. Il sait qu'il va perdre. Il le sait très bien. Mais ce n'est pas sa stratégie. Et jusqu'à maintenant, ça marche. Bon, le problème, c'est que le système légal aux États-Unis est tellement bureaucratisé. Et vous savez que ce n'est pas inhabituel de voir quelqu'un. Vous savez qu'il y avait un grand procès contre la mafia en Géorgie il y a 2-3 ans. Ça a été retardé par 3 ans et ça a pris un retard de 3 ans avant que ça a commencé. Vous voyez que ce n'est pas un système qui va marcher de façon expédiée. Et puis, dernier point, professeur, c'est au Texas où on a bloqué la loi sur l'immigration et la Cour suprême a décidé effectivement dans l'intervalle de prolonger le blocage de cette loi texane qui serait terrible si elle devrait entrer en application tout de suite. Vous savez que au Canada, vous connaissez très bien les problèmes du fédéralisme. Au cœur de ce problème, c'est la juridiction de qui? Est-ce que le Texas a le droit d'arrêter les immigrants illégaux? Parce que l'immigration est une juridiction fédérale aux États-Unis. Ouais. Et la Cour suprême a dit, provisoirement, oui, le Texas peut procéder à faire ce genre d'arrêt, mais il retourne le procès aux tribunaux inférieurs maintenant. Mais pour l'instant, c'est une cour très conservatrice et 6 juges, 6 sur 9, ont dit oui, pour le moment, pour l'instant, Texas peut procéder, bien que c'est une juridiction fédérale. Alors, pour moi, c'est une cour très politisée et on verra la suite, mais pour l'instant, ils prennent la position contre l'administration de Biden, ce qui n'est pas vraiment surprenant pour une cour suprême tellement politisée. Alors, professeur Howard Gold, professeur au Smith College au Northampton dans le Massachusetts, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi, professeur Gold. Je vous en prie, M. Pierre. Au revoir. Merci. Au revoir.